Bonjour, je vais vous présenter mes 2 années de suivi de couverts Interreg. Mes couverts ont été implantés en semi-direct les 2 années et généralement les pailles étaient enlevées par un éleveur. Mon couvert se compose de multi-espèces, généralement pois févrole en semences fermières, après Vesse, commune, tournesol, Niger, cameline et de la moutarde antinématode. Il est semé à 55 kg par hectare pour un coût de 70 €. Le couvert 2021 a été un échec total suite à différents concours de circonstances pratiques, techniques et météorologiques. En 2022, donc, le couvert a été implanté. Voilà. En 2022, le couvert a été implanté 5 jours après la moisson, c'est-à-dire le 14 juillet. Et pendant 4 semaines, il n'y a aucune germination du fait d'une sécheresse qu'on avait sur Borchia-Fulsheim. Et vers le 15 août, on a eu une pluie, donc ça a permis que le couvert germe à ce moment-là. Et donc, mon couvert, malgré ça, là, mon couvert a quand même réussi à faire 6 tonnes de matière sèche et j'ai récupéré 40 unités d'azote. Les couverts sont généralement multi-espèces, comme je dis avant, mais par contre, le pois, soja et vesse ont des problèmes. Je pense que l'été, c'est pas très compatible pour l'été. Et en plus, bon, les couverts sont clairsemés, donc comme on l'a dit avant, il y a pas mal de mauvaises herbes qui passent, surtout les kénopodes, et c'est un gros problème pour moi. Du fait qu'après, généralement, je fais des betteraves, et donc, kénopode betterave, c'est pas très compatible. Dans le cas d'infestation, il faudrait pouvoir détruire le couvert plus tôt, et quitte à ressemer un couvert derrière. Mais problème, dans la convention hamster, on ne peut pas détruire avant le 15 octobre, peu importe si le couvert ne réussit pas, donc il faut laisser tout sur le champ. Et après, encore un problème, c'est que comme moi je ne laboure pas, donc je laisse mes couverts généralement tout l'hiver, et avec le problème du 15 octobre, je ne peux pas ressemer plus tôt. Il faudrait que je puisse ressemer un couvert au mois de septembre intermédiaire pour prolonger l'effet vert du champ. Le problème qu'il y a surtout, c'est, moi je pense que les couverts sont liés à un problème météorologique. Si on a la météo, on aura un beau couvert. Voilà. Merci pour votre écoute. Marius Rine, j'ai une exploitation à Griesheim à côté. Et donc cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, tous les ans on découvert, donc j'essaye de faire de mon mieux, suivant la météo. C'est vrai que c'est compliqué. En général, avant, on se met toujours plutôt fin août pour être sûr d'avoir les pluies et d'avoir des couverts qui sont à peu près potables derrière, qui sont jolis. Et donc, avec le système pour le hamster, pour protéger le hamster, on est obligé de se mettre plus tôt. Mais c'est assez compliqué quand même parce que la météo, elle nous joue des tours. Et quand j'étais jeune, on avait souvent des orages en été qu'on n'a plus en ce moment. Et ça avec l'expérience, c'est aussi arrivé que quand on sème très tôt, le couvert, parfois avec un peu de chance, il lève, et puis après vous avez pendant 8 jours 30 degrés, et donc le couvert, on le voit mourir, et donc après, c'est porte ouverte pour les mauvaises herbes, et donc les kénopodes et tout ça. Et donc cette année, ce que j'ai fait avec ce couvert que vous allez voir là, donc on a récolté le blé, on a passé un coup de herse à paille et on a semé fin juillet donc avec un semoir à dents. Et par chance, j'ai eu 20 mm juste avant, donc quelques jours avant de semer, on a eu 20 mm. Et donc ça a donné un super couvert. Et malheureusement c'est rare d'avoir des beaux couverts. Et donc j'ai aussi, avec les années, essayé différents couverts. J'ai pris des mélanges que j'ai achetés à droite, à gauche, et puis le couvert que vous voyez là. Non, c'est pas la bonne diapo. Enfin, si, c'est le. Voilà. Et donc,
C'est un couvert qui a réussi aussi parce que j'ai l'impression qu'avec Monsieur Forler, lui il travaille aussi là-dessus, c'est les couverts, il faut qu'on travaille plus les espèces, les variétés, chaque espèce, variété, parce que entre 10 trèfles d'Alexandrie, vous pouvez en avoir un qui fait 10 cm, l'autre à côté il va faire 20 ou 40 cm, donc il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Et puis nous, agriculteurs, on achète parfois des semences, mais c'est aussi un prix derrière, des firmes qui achètent et qui revendent sans toujours avoir un bon résultat derrière. Et donc là, c'était un couvert de chez DSV Maïs Pro et qui a donné des très bons résultats. Je semais en même temps d'autres couverts qui faisaient même pas la moitié de celui-là ou qui n'avaient même pas correctement levé. Donc on voit une grande différence dans les semences. Et par contre, tout ça, ça a un coût. Ce couvert, il coûte entre 80 et 100 euros de l'hectare. Et c'est un frein aussi, parce que si derrière, il n'y a rien, ben, c'est de l'argent qui est un peu jeté par la fenêtre. Et donc on n'a pas ça fait pas le cycle du sol, et puis c'est un peu perdu, quoi. C'est une année de perdu. Et donc, c'est un beau couvert. Par contre, tout ce qui est légumineuse qui était dedans, elles n'ont pas levé, parce que je pense que j'ai semé trop profondément. Donc, je vous ai dit avant, c'est un semoir à dents. C'est un peu, la dent, c'est super, parce que ça écarte les pailles, ça enlève la paille, et ça met la terre, la graine directement avec la terre. Par contre, l'inconvénient, la dent, elle tient moins la profondeur qu'un disque. Donc j'étais sûrement un peu trop profond, et donc du fait que les petites graines n'ont pas levé, ou très mal levé, donc il n'y en avait pas le résultat des petites graines, donc tout ce qui est trèfle n'était pas vraiment présente à la fin. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc c'est des couverts qui sont très intéressants, mais par contre qui sont chers, et puis voilà. Donc il y a 13 espèces dedans. Tous sont sélectionnés pour que ça soit le meilleur donne le meilleur résultat, on va dire. Et malheureusement, on n'en a que retrouvé 6 ou 7, 8, 9. Donc tout a bien levé, sauf les trèfles. Et bien sûr, comme dans le graphique avant, c'était surtout la moutarde d'Abyssinie qui a fait un gros volume. Donc la moutarde d'Abyssinie fait des grosses feuilles, donc elle couvre bien et tout. Et ce que je voulais aussi dire, moi j'ai semé 30 kilos hectares, parce que c'est très cher. On m'a conseillé 30 kilos, mais agronomiquement, il faudrait semer le double, voire le triple. Mais après, on ne peut pas, parce que on n'est pas sûr du résultat derrière. Si tous les ans on était sûr que le résultat derrière il serait top comme cette année, ben, on pourrait se permettre de mettre le double de dose et le double du prix. Et là, malheureusement, si par malheur il pleut pas, et puis ça lève, et puis vous avez 30-35 degrés pendant quelques jours, ça ne tient pas, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour. Vous avez des questions? Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup Jean-Luc et Marius pour le témoignage. Ben, on voit qu'effectivement, entre des fois ce qu'on voit en théorie et puis ce qu'on voit après dans les champs, et selon les années, on n'a pas toujours ce qu'on espère, et c'est le métier de l'agriculteur, mais ouais, c'est pas si facile. Alors je ne sais pas si on a eu des questions, si vous avez des questions dans la salle, tant sur notre présentation Chrysétus que sur les témoignages des agriculteurs. Oui, attends, je juste repréciser que dans le réseau des 38 parcelles, toutes les mesures, les pesées, les comptages, les teneurs des éléments sont passés au laboratoire. Ce ne sont pas des estimations, ce sont des mesures réalisées au laboratoire avec des données formelles. Donc c'est pas des estimations avec les systèmes d'appréciation rapide. Donc après, est-ce qu'il y a une question dans la salle?
peut-être, ou on passe d'abord aux questions du coup par téléphone. Je vous interroge du coup après. Alors en question, on avait est-ce que certains couverts ont été irrigués? Donc non, pas dans les couverts qu'on a suivis. Est-ce que les parcelles suivies en 2021 sont les mêmes en 2022? Alors en fait, ça dépendait des parcelles. Donc il n'y a que 2 parcelles qui ont été identiques. D'accord. Est-ce qu'on a vu un effet pluriannuel? Du coup, non, on n'a pas pu montrer d'effet. Il y avait aussi comme question, tu voulais compléter sur ça? Sur l'effet des couverts, la question c'est le rapport qualité-prix entre l'argent investi et le retour financier des couverts. Faire des couverts végétaux, c'est un système de culture, c'est pas une pratique culturelle qu'on fait une fois et puis on a tout de suite les bénéfices. Comme je vous ai dit, sur l'azote absorbé par les couverts végétaux, vous n'aurez seulement qu'un pourcentage limité, 20 ou 40 ou 60% de l'azote qui est disponible l'année suivante, mais tout l'azote restant, il est disponible pour les années qui suivent. Si ce n'est que c'est un peu comme tous les produits organiques que vous restituez des pailles, vous restituez du compost, vous restituez différents produits organiques, il y a un effet système de culture, une restitution dans la durée. Alors la difficulté, c'est de chiffrer le gain ou la majoration de minéralisation avec toutes ces restitutions organiques, c'est difficile. Après, c'est sûr que ce qui parle le plus, c'est combien d'unités d'azote je vais pouvoir économiser l'année suivante. Là, ça, c'est formel. Mais il y a beaucoup de gains qui sont non chiffrés. On avait essayé de faire des chiffrages comme ça d'euros économisés, soit par travail du sol amélioré, meilleure structure, restitution de tous les éléments minéraux, même ceux qu'on n'a pas cités, calcium, magnésium par exemple, ou soufre. Souvent, par rapport aux chiffres directs, on peut multiplier par 4 ou par 5 l'ensemble des euros qu'on peut économiser, si ce n'est que c'est difficile de faire un calcul qui soit très formel sur la durée. Et là, on n'a que 2 années d'observation sur cette action Chrysétus. Alors, l'irrigation, faut-il irriguer les couverts? C'est une question qui est intéressante, mais qui est peut-être un peu excessive dans la réponse. Après, si vraiment on a des situations qui sont avec pas beaucoup de réserves utiles du sol, des sols superficiels, des sols chauffants, et qu'on veut sauver la semence qui a été implantée et que l'orage d'été ne veut pas venir, oui, ça peut être intéressant pour sauver, surtout si je sais pas, plus de 90% de ce qu'on a semé meurt, quoi. Après, ça a un coût, l'irrigation, et puis la logique quand même, c'est de capitaliser sur le sol, sur les matières organiques, sur la structure du sol, pour se passer de l'irrigation et pour, si on peut, grâce à la matière organique, bénéficier d'un nombre de millimètres d'eau disponible. On dit que l'humus, la matière organique stable, apporte 30 fois, peut capter 30 fois son poids en eau. Donc un point de matière organique, donc si vous êtes à 3% ou 3,5% de matière organique dans un sol limoneux au lieu d'être à 2 ou 2,5, vous avez un point de matière organique en plus, ce qui fait que votre sol il va garder 30 ou 40 mm d'eau en plus comparé à la parcelle qui n'a pas ce point de matière organique. Donc il y a aussi cette réflexion d'augmenter la matière organique dans les sols pour avoir une résistance au manque d'eau plus importante. Il y a encore pas mal de questions, Christophe. Donc on avait comme question aussi plutôt dans la salle, parce que j'en ai pas mal. Est-ce que c'est les questions directes? Ouais. Est-ce que... J'ai la question, est-ce qu'on voit une différence entre un couvert semé en direct avec un couvert semé après un passage de déchômeur? Est-ce que ça sera répondu plus tard dans la journée? Peut-être. Je
pense que c'était variable selon les agriculteurs. Hein. Nous, on ne s'est pas tellement intéressé après, une fois qu'on avait fait nos prélèvements. Chaque agriculteur a géré. Je pense qu'en général, ils sont broyés, hein, ouais. Broyés, incorporés au sol. Vous avez analysé le rapport C sur N découvert avant. Par contre, est-ce que vous avez vérifié sur la minéralisation des éléments? Quand est-ce qu'ils seraient disponibles, notamment sur les intercultures longues, avant un maïs, quand le couvert est détruit en décembre à cause du gel ou à la sortie d'hiver? Si on peut prendre en compte l'ensemble des éléments qui sont indiqués par la méthode Merci, ou si encore une partie qui est lessivée, volatilisée ou autre. La question est complexe dans le sens où il faut savoir quelle est la masse végétale en détruit, à quel moment, quel est le rapport carbone sur azote, c'est-à-dire est-ce que c'est un produit très fermentescible ou pas, et est-ce que ce flux de minéralisation en provenance des couverts, il va être valorisé tout de suite ou pas. Moi, ce que je sais, c'est sur des couverts où on détruit les couverts végétaux assez tôt, il y a un travail du sol, on peut avoir un flux de minéralisation important dès le mois de mars. Et si la culture qui vient n'absorbe l'azote qu'au mois de juin, et qu'en plus le sol est un peu filtrant et pas un peu drainant, et pas très épais, s'il y a beaucoup de pluie au printemps, ben, ça peut partir. Hein. Voilà. Après, c'est plutôt la réflexion de se poser la question, dans les cultures, les couverts végétaux, l'enchaînement des cultures, qu'est-ce qui peut faire qu'il y a un bon timing entre la destruction des couverts, l'absorption de ces produits azotés rapides, et quel est le niveau de biologie aussi du sol qui permet du stockage et un différé dans le temps. La difficulté, c'est les parcelles où la biologie du sol est assez faible et où les processus de recyclage et d'immobilisation, de compostage de surface, comme disent les Allemands, sont pas très bons. Dans le sol, quand on met des produits organiques à digérer, parce qu'on les enfouit, d'abord, il ne faut pas les enfouir trop profond, parce que sinon on fait un ensilage de couverts végétaux, fait de la putréfaction dans le sol, et c'est absolument pas souhaitable. Et puis après, est-ce que ce compostage de surface, cette digestion par les micro-organismes du sol des produits végétaux donnés à digérer, se passe bien? Et là, on peut avoir, si la biologie du sol est bonne, la création d'azote disponible qui n'est pas nitrate, mais qui est plutôt acide aminé, enfin qui est différé dans le temps, et donc moins de poules nitrates importants à certains moments, surtout au moment où ça peut lessiver. Merci beaucoup. Alors, on a eu beaucoup de questions, Justine est un peu débordée parce que vous envoyez tout plein de SMS. Donc on va, pour ne pas prendre trop de retard dans le programme, à moins qu'il y ait des questions vraiment de compréhension ou de précision par rapport à ce qui était présenté, sinon je vous propose qu'on examine les questions et qu'on les traite peut-être un peu après les autres interventions, parce que je pense que les intervenants qui vont suivre, ils vont peut-être apporter aussi des réponses à un certain nombre de questions que vous avez. Oui, donc en fait, vous avez dit que vous récoltiez la partie aérienne et on ne tenait pas compte de la partie racinaire. Et également, la question que je me posais, quel est l'effet aussi de tous les exudats racinaires de ces couverts, et est-ce qu'on saurait à peu près quantifier des doses ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments techniques en fonction de la biomasse aérienne qui pourraient nous donner des indications sur toute cette exudation qu'on pourrait avoir sous forme de carbone liquide dans le sol? Donc on n'a pas eu les moyens de chiffrer ce qui se passe au niveau des racines, hein, bien que ça soit très intéressant. Après, c'est un sujet compliqué, surtout si on veut quantifier de l'immédiat. Par contre, ce qu'on peut suivre, c'est sur les analyses de sol, avec le fractionnement granulométrique des matières organiques ou avec certains types d'analyses de sol, de pister le carbone labile, le carbone énergétique, la matière organique libre, et de voir si elle augmente dans les parcelles où on fait ces pratiques régulièrement. Et vous verrez tout à l'heure, Jean-Luc Forler en parle un peu aussi, on a besoin de beaucoup de carbone libre, beaucoup de carbone énergétique dans notre agriculture, surtout face aux enjeux qu'on a, pour avoir une biologie du sol et une réponse organique du sol plus importante. Donc grâce aux couverts végétaux, on fournit ce carbone labile, ce carbone énergétique,
Et grâce aussi à d'autres pratiques de préservation des sols, on entretient le système. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se passent en souterrain qu'on n'arrive pas à voir ou à quantifier. Alors, il y a juste encore une dernière question qui est assez simple à répondre, et puis on passera la parole à Monsieur Kern qui a prévu une présentation. Donc la question c'était, pour favoriser le hamster, faut-il récolter les couverts ou est-ce que ça pose un problème pour le hamster? Et du coup, la réponse qu'on peut apporter, c'était que nous, nos analyses de valeur fourragère des couverts, on les a faites après le 15 octobre, donc après la date à laquelle, réglementairement, les agriculteurs ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec le couvert, puisque le hamster est entré normalement en hibernation une année normale. Alors avec le changement climatique, il y a peut-être des choses qui changent, mais oui, on peut, après le 15 octobre, les couverts ont une bonne valeur alimentaire, on peut les pâturer, sans doute la solution la plus simple, ou oui, on va en faire de l'ensilage sans souci, a priori, d'un point de vue réglementaire.